Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une campagne présidentielle inédite sur la forme. Réseaux sociaux, hologrammes, communication des candidats. Nous allons passer en revue tous ces aspects. Quelle image projettent les différents prétendants à l'Élysée? Le débat est à suivre. François Hollande, le retour, le président juge la campagne, elle sent mauvais selon le chef de l'État qui cible Jean-Luc Mélenchon, ne croit pas en les chances de Benoît Hamon et épargne Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche qui connaît un coup de mou dans les sondages en ce moment. Pourquoi? Le match des idées sur cette situation avec le politologue Thomas Guénolé et Alexandre Malafaye, président fondateur du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité veut nous rappeler les leçons de l'histoire, ne pas les oublier pour ne pas les répéter. L'historien Pascal Blanchard publie cet ouvrage intitulé Les années 30 et si l'histoire recommençait, une décennie illustrée par des photographies fortes et marquantes que nous détaillerons avec lui, le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Héloïse Grégoire. Je voudrais dire un mot de votre jeunesse. En fait, vous n'êtes pas si jeune qu'on se plaît à le rappeler à tout bout de champ. À votre âge, Bonaparte était au pouvoir depuis 10 ans et il était empereur depuis 6 ans. Et à votre âge, Alexandre le Grand avait depuis longtemps conquis le monde et il n'en était pas rentré. Mais vous serez un jeune président. Vous avez à 2 ou 3 ans près l'âge auquel John Kennedy a été élu président des États-Unis. Parce que vous avez, cher François, tout au long de votre vie mené cette bataille contre les faux clivages, contre les frontières inutiles, et votre parcours tout entier est l'illustration de cette volonté que nous portons tous et toutes ici ce soir, et que chacune et chacun, dans vos histoires politiques si différentes, vous avez porté et parfois construit, de dépasser ces clivages qui empêchent. Déclaration. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, dénonce l'outrance des paroles du patron des patrons, Pierre Gattaz. Hier, le président du MEDEF fustigeait un scénario destructeur pour l'économie française en faisant référence aux propos du candidat socialiste. Essayer de le mettre dans un paquet d'ultra-populisme est scandaleux, estime Laurent Berger, qui pense que Pierre Gattaz fait une profonde erreur de se positionner ainsi. International. À 10 jours de la présidentielle, le gouvernement maintient son cap. Il réaffirme sa prévision de croissance à 1,5% en 2017. Un chiffre que les pouvoirs publics intégreront au programme de stabilité envoyé à Bruxelles le mois prochain. En revanche, Bercy révise à la hausse sa prévision de déficit public et devra atteindre 2,8% du produit intérieur brut. Le Haut Conseil des finances publiques a validé les hypothèses gouvernementales. Attentat. Les autorités allemandes ont interpellé un homme appartenant à la mouvance islamiste. Il pourrait être associé à l'attaque hier soir du bus de l'équipe de football allemande de Dortmund. Selon la porte-parole du procureur fédéral allemand, l'acte serait probablement d'ordre terroriste. En raison du mode opératoire des faits commis, la piste terroriste doit être envisagée. C'est pourquoi nous avons ouvert une enquête. La motivation précise de l'attentat est cependant encore indéterminée. International. Une rencontre imprévue. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a reçu ce soir le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Moscou comme Washington maintiennent leur objectif, la lutte contre le terrorisme. Mais à la sortie des pourparlers, le secrétaire d'État américain souligne le faible niveau de confiance qui règne entre les deux pays. Vladimir Poutine juge que les relations entre la Russie et les États-Unis se dégradent depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump et les récents bombardements américains en Syrie. Déclaration.
Les hackers du Gorafi qui ont réussi à s'emparer de la une du Figaro. Ah ah ah! Mélenchon, le délirant projet du Chavez français. Je trouve qu'il manque d'imagination parce qu'en 2012, ils avaient écrit le petit Chavez français. Alors, le hasard fait que j'ai rencontré Hugo Chavez peu de temps après, je lui dis, commandant, ils ont écrit le petit Chavez. Et il me dit, oh, désolé, je ne voulais pas perturber votre campagne. Je lui dis, mais pas du tout. Simplement, je me demande pourquoi petit. Ah, il me dit, là, vous avez raison. Ces choses-là doivent se voir en grand. Meeting, hologramme, réseaux sociaux, cette campagne est-elle aussi déroutante sur la forme que sur le fond? Quel message cherchent à faire passer les différents candidats? Qui maîtrise le mieux sa communication? Où sont les avantages et les points faibles, voire les talons d'Achille des prétendants à l'Élysée? Sur tous ces sujets, le débat avec nos invités ce soir. Véronique Reilsoult, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des réseaux sociaux, directrice générale de Dentsu Consulting. Avec nous également Élodie Mielzarek, bonsoir. Bonsoir. Sémiologue, spécialiste en communication verbale et non verbale. Isabelle Vera-Masson nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la communication. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, mesdames, messieurs, quand on demande aux éditorialistes généralement de décrire sur le fond cette campagne présidentielle, ils évoquent une campagne inédite, déroutante. Et sur la forme, qu'est-ce qu'on peut dire, Élodie Mielzarek? Est-ce qu'elle est aussi déroutante sur la forme que sur le fond? En tous les cas, ce qui était notable et à la fois surprenant, c'est le fait qu'il y ait une attaque assez frontale des médias, notamment dans les clips de campagne, notamment par Nicolas Dupont-Aignan, quand il dit « je refuse les appareils partisans », et là on voit les consoles de télévision, etc. Le fait que Poutou détourne et caricature son émission « On n'est pas couché », et puis on sent bien qu'effectivement, il surfe sur cette vague qui leur profite bien contre Fillon, Le Pen, où effectivement les mots comme mentir, mensonge, dénonciation, duperie, trahison n'ont jamais été aussi présents dans une campagne présidentielle. Est-ce que vous estimez, Isabelle Vera-Masson, que sur la forme, c'est une campagne malgré tout moderne, en cohérence, j'allais dire, avec notre temps, avec l'ère du temps? Non, pas du tout. Je trouve que... Pas du tout à ce point. Non, ce qui est extraordinaire, c'est à quel point justement tout ce qu'on nous a dit qui allait être nouveau n'existe pas et on fait exactement la même chose que d'habitude sur le plan de la forme, bien évidemment. C'est-à-dire que la télévision est au centre de la campagne électorale, elle n'a jamais été autant. Les débats dont on avait depuis 1960, dont on dit qu'elles font l'élection, et c'était pas toujours vrai, mais ça commence à le devenir. En tous les cas, c'est vraiment extraordinairement classique. Les réseaux sociaux ont montré, qu'il n'était pas décisif. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas de grand... Enfin, on en discutera. Et il y a une étude qui est parue récemment. En revanche, il y a beaucoup de nouveautés. Et il y a des nouveautés en particulier sur ce que j'appelle une sorte de cérémonie médiatique. Par exemple, le fait qu'un homme seul convoque les journalistes pour leur déclarer quelque chose que personne ne sait. Enfin, une surprise totale. Ça a été lorsque François Hollande s'est présenté en disant qu'il ne se représenterait pas. Personne ne savait ce qu'il allait dire. Et à chaque fois, il y a une espèce de suspense. Il y a eu la même chose avec Fillon, la même chose avec Manuel Valls et avec d'autres candidats. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Puis surtout, le candidat... le débat avec tous les candidats avant le premier tour, ça on n'avait jamais eu et ça modifie tout de même la manière dont on fait campagne. Même question sur votre sentiment général avant d'entrer dans les détails. Véronique Reilsoult, bien sûr, vous allez nous dire, et on va voir l'importance des réseaux sociaux dans cette campagne, mais est-ce que c'est un élément déterminant? Je vous rejoins, ça n'est pas déterminant, mais c'est un élément extrêmement important qui peut infléchir les choses et nous vivons de toute façon une élection, on y reviendra, mais absolument incroyable. Et donc du coup, les réseaux sociaux vont jouer un rôle. Donc on ne peut pas dire que c'est déterminant en soi, je suis d'accord avec vous, la télévision est centrale, mais la télévision et les réseaux sociaux sont indissociables aujourd'hui. Donc en fait, on ne peut plus dire il y a d'un côté les médias, de l'autre côté les réseaux sociaux, tout est imbriqué. La seule chose qui est un peu particulière, c'est qu'en fait, en 2012,
les réseaux n'avaient pas cette puissance. Donc on n'a pas le recul. Donc par moments, c'est parfois un peu difficile de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ce que l'on mesure va être un atout ou pas un atout. Voilà, c'est plus. Mais en 2012, on disait tout de même que tout allait se jouer sur les réseaux sociaux. On dit ça depuis toujours. Et on disait déjà depuis pas mal de temps. Et ça s'est avéré comme. Mais cela dit, pendant les débats, c'est fou de voir l'activité qu'il peut y avoir sur Twitter et à quel point ça peut revisiter la réalité. On va voir le volume. On va y revenir, mais Frédéric Dabi. C'est très intéressant. J'ai ressorti notre sondage IFOP Fiducial jour du vote de 2012 avec Europe 1 et Paris Match sur les vecteurs d'information qui avaient le plus contribué au vote. Les réseaux sociaux étaient très faibles, 1% pour Facebook, 1% pour Twitter. On était sur des médias classiques, des émissions de télévision à 44%, les journaux télévisés 34%, la radio 21%. Il y avait quand même quelque chose qui était monté en puissance en 2012 et qui, pour moi, est absolument central aujourd'hui, ce sont les meetings. Avant, les meetings, c'était un lieu hermétique. On faisait des images pour le 20h. Pour le 20h, on parlait aux militants là, avec les réseaux sociaux, avec le fait que ce soit diffusé sur les chaînes d'information continue et les chaînes parlementaires. Public Sénat, il y a très très peu de temps, pour le meeting de François Fillon, démultiplie l'usage et la force de ces meetings. C'est des moments très très importants où les candidats, sans l'intermédiation des journalistes, peuvent faire passer des messages, peuvent délégitimer les autres candidats. Et sans nul doute, on verra dans quelques jours, dans notre jour du vote, que les meetings ont pris beaucoup plus d'importance. Et c'est le symbole de cette campagne où on n'est pas sur une bataille d'Hernani entre les vieux médias, les médias les plus récents, mais on est sur une certaine complémentarité. Et bien sûr, je pense, Twitter, Facebook ne font pas l'élection, mais c'est un formidable moyen pour mobiliser la masse militante, la base militante. Et il y a, de ce point de vue-là, un vrai combat qui se livre sur les réseaux sociaux entre les mélenchonistes, les fillonistes, les partisans de Macron, etc. Et puis, c'est un espace d'expression démocratique incroyable. C'est-à-dire que la parole est donnée à tout le monde. Andy Warhol l'avait dit, chacun aura son quart d'heure de gloire. Mais c'est aussi une manière pour les gens de se réapproprier la politique qui se joue devant leurs yeux. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Isabelle Bermasson? Non, la question, elle est d'abord pour les meetings. C'est vrai que les meetings sont importants, mais ils l'avaient été beaucoup plus en 2012. Oui. C'est-à-dire que là, en 2012, rappelons-nous les Bourget, rappelons-nous la porte de Versailles, tout avait été diffusé en direct, repris massivement. D'ailleurs, nous étudions les meetings au laboratoire et donc on a pu le constater. De la même manière qu'on a pu constater la part des meetings dans les spots de campagne qui ont presque disparu dans les spots de campagne récents. Donc c'est vrai, c'est pour ça que je réagissais à votre modernité. Et quant à dire que, alors, la mobilisation à travers les réseaux sociaux, c'est vrai, mais d'une certaine manière, ce n'est pas moderne, puisque la mobilisation des militants. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'est une campagne très particulière, puisque la question du militantisme est très, comment dirais-je, très diminuée par rapport à la tradition, puisque les partis politiques ne sont pas du tout mobilisés comme ils n'ont jamais, enfin, aussi peu qu'ils n'ont, autant peu que jamais. Et puis, sur le plan des réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression presque narcissique. Parce que on s'adresse d'abord. Chacun se regarde dans son miroir. Chacun se regarde dans son miroir. Et c'est quand même une minorité. Regardez, je voudrais vous faire réagir à des images récentes. C'était cet après-midi, avant son meeting de Pau, Emmanuel Macron, à la station de la Mongie, en compagnie de son épouse, le candidat qui veut mettre en avant la proximité avec les citoyens. On va regarder cette séquence. Comment ça va? Vas-y, Alice, viens là. T'as quel âge, Alice? C'est bon? Quel âge tu as, Alice? Bonjour, messieurs, dames. Là, c'est les envahisseurs, là. J'espère que vous allez être... que vous allez passer président, hein? Que ça va être vous, hein? Eh ben, on va se battre pour, hein. Battez-vous, hein? Moi, vous inquiétez pas. Je compte sur vous, sais. Là. Il est très bien, ok. Merci beaucoup. Oh, comment ça va? Oh là là. En forme? Tout va bien? Madame va bien? C'est sympa. Viens là, battez-vous, t'as quel âge, Anis, etc. Non mais je vous vois sourire, mais c'est, j'allais dire, le thème de la proximité. Alors là, c'est le thème éternel de toutes les campagnes, évidemment. Mais est-ce qu'il incarne vraiment, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a vraiment cette empathie? Vous qui analysez cette communication verbale et non verbale. Parce qu'en vous disiez, tiens, c'est pas très moderne, un Jacques Chirac aurait pu faire ça. Et c'est intéressant que vous ayez pris Chirac et pas un autre. Parce que Chirac, finalement, on voyait bien, notamment quand il était au Salon de l'Agriculture, qu'il avait un vrai plaisir à aller serrer la main
main aux gens. Et bien c'est vrai que pour Emmanuel Macron, il y a un détail qui ne loupe pas, c'est qu'il a les fentes palpébrales qui remontent, et ça, c'est quand vous prenez plaisir à une situation. Et je vous assure. Ah ouais, oui, tout à fait. Quand ça descend, on l'a vu. D'ailleurs, je vous le vois. Je vais pas vous regarder en face. Avec David. Et du coup, ça, c'est effectivement quand il serre la main aux gens, on le voit. Enfin, il a un vrai sourire, parce qu'on fait aussi la différence entre le sourire social et puis le vrai sourire incarné. Et donc lui, il est vraiment dans cette logique-là. Donc effectivement, c'est un indicateur qui est assez Est-ce que l'empathie ou le manque d'empathie là peut être un élément déterminant dans le vote, dans la construction, d'un Oui, candidat, bien d'une sûr. C'est en cela que la télévision est importante, parce qu'elle va relayer justement ce sentiment avec, vous avez raison de dire, nos expertises. Chacun scrute dans la manière dont il regarde, dont il serre la main, s'il est sincère ou pas, et compare avec les uns et avec les autres. Non, je trouve qu'il y a une nouveauté tout de même dans l'attitude de Emmanuel Macron, c'est de l'entendre chanter. Moi, vous l'avez pas entendu chanter des montagnards? On a les images aussi. Je ne sais pas si c'est aussi déterminant. Non, mais je ne sais pas si c'est déterminant, mais c'est quand même quelqu'un qui se lâche. Et ça peut être un peu un rapport avec sa jeunesse quand même. Je trouve que c'est plus facile quand on a moins de 40 ans de chanter avec que si vous faites ça. Jean Lassalle a plus de 40 ans. Oui, mais alors ça va dans le sens que j'allais dire, parce qu'au-dessus de 40 ans, vous avez l'air d'avoir trop picolé. Bon, ça dépend. Non, Ça c'est dépend aussi des le dons, débit quand même. de parole Pas faire qui peut discrimination jouer. d'âge. Mais Véronique Reissoult, est-ce que, j'allais dire, ces épisodes-là, ces parenthèses-là dans les campagnes, elles sont commentées sur les réseaux sociaux? J'allais dire quand le candidat, non pas se lâche, mais en tous les cas fait un pas de côté par rapport à parfois un costume un peu étriqué. Disons que, si je reviens à la première question qui était qu'est-ce qui a changé, il y a quand même quelques petits éléments qui ont changé, sans doute grâce c'est pas tant les réseaux sociaux que le fait qu'on puisse s'exprimer directement, c'est qu'on a envie de dialoguer directement, que les citoyens, ils ont envie d'interpeller directement, ils ont envie de rentrer dans le débat. La notion de transparence est devenue un vrai sujet, pas à cause des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux facilite ce sujet-là, parce qu'il y a le fact-checking, enfin tous ces éléments. Et c'est pour ça que justement sur la question de le réseau social comme Twitter, ça n'est que un média narcissique. Non, je suis tout à fait d'accord, parce que ça n'est pas que ça. Il permet de vérifier les informations, et Exactement. on est dans cette ère de vérification de la réalité. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question qui était est-ce que ces petits moments d'intimité jouent? Oui, parce qu'en fait, vous le disiez justement, les meetings, c'est des moments où les militants entre eux se galvanisent. Donc on va dire que sur Twitter, sur Facebook, partout, il y a ce sentiment de galvanisation. Une réaction sur les réseaux sociaux, justement, ça tombe bien, Véronique Reissoult, c'est Stéphane Bobin qui vous dit une absence de fond, cette campagne, sans réel débat, projet contre projet, même retweeter des millions de fois, ça reste du vide. Je suis d'accord sur... Il n'y a pas la structure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans un peu plus de détails sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit que selon les candidats, ce n'est pas du tout les mêmes interactions. D'abord, le premier sujet, c'est est-ce que vous arrivez à discuter avec les indécis ou avec les neutres? Ça n'est pas le cas de M. Macron aujourd'hui. Ensuite, le sujet, il est de quoi on parle? Est-ce que pour certains, par exemple pour Mélenchon, on va beaucoup parler de la forme? Il y a une sorte d'enthousiasme autour de la forme, mais on ne parle pas du fond. Pour Fillon, on va plus parler du fond. Donc en fait, il y a quand même des spécificités et des notions qui sont intéressantes. Et au-delà du militantisme, en fait, et même au-delà du narcissisme, c'est un sujet finalement c'est un écho, une chambre d'écho intéressante sur chaque candidat pour comprendre ce qui peut motiver. C'est un complément intéressant à ce que Frédéric et ses confrères peuvent mesurer dans les sondages. On peut du coup un peu comprendre les mouvements et ce qu'il se passe. Alors, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Bon, là, ce qu'on vient de voir, c'est des choses tout à fait convenues et classiques dans une campagne présidentielle. Ça fait vrai. Rappelez-vous, en 95, Édouard Balladur qui mange une merguez de manière prudente, qui monte sur une table, qui dit qu'il fait chaud dans le métro, qui organise une faux prise en stop. Ça, c'est un faux passage en France. Et en 95, sauf erreur, pas d'Internet, pas de Twitter, pas de Facebook. Ça, c'était vous confirme. Mais je dirais que les Français sont quand même largement revenus de ces images de proximité. Pourquoi ? En 2007, ils ont élu un président qui crée une sorte de proximité admirative. Nicolas Sarkozy, le mec, si je puis dire, le charisme, etc., le panache. En 2012, ils ont élu, et c'était la première qualité qui lui était associée, une proximité identificatoire. François Hollande, un peu comme Jean-Louis Borloo à droite, c'est quelqu'un de sympa, qui me ressemble, Monsieur Smith au Sénat, etc. Et l'un et l'autre, il n'a jamais été sénateur, François Hollande, l'un et l'autre ont largement déçu sur leur absence de résultats pendant leur mandat et aussi sur leur incapacité à incarner la fonction telle que l'attendaient les Français. Il ne faut pas, je dirais, négliger
même si l'un et l'autre sont absents, le poids de la déception des 2 quinquennats passés sur l'absence de débat, sur cette campagne qui ne prend pas, sur cette abstention qui s'annonce peut-être, soyons prudents, plus élevée, enfin sûrement plus élevée qu'en 2012, mais peut-être au niveau du record. Ce sont les séquelles des 2 Je pense que ça joue. quinquennats. Je pense que ça joue, mais bon, là c'était des images. C'est vrai qu'on a quand même encore des choses extrêmement classiques, le tractage, on le voit sur les marchés. N'oublions pas que le premier acte d'Emmanuel Macron, c'est un travail de terrain, d'enquête avec ses militants d'En Marche sur le terrain. Élodie Mielzarek, on passe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on non, va passer juste aux affiches. Vous parliez de baladure, effectivement, et des faux pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement avec les réseaux sociaux, quand Fillon, parce qu'on voit les images, effectivement, le rassemblement de Trocadéro, et qui dit nous étions des millions, bon, bah, très rapidement, il y a eu des images avec un plan beaucoup plus large qui montrait que voilà, le chiffre avait été surestimé. Donc ça, je crois que vraiment cette valeur ajoutée valeur ajoutée des réseaux sociaux pour renouer avec ce qui a été reproché pendant très longtemps aux politiques, pour renouer avec cette recherche d'authenticité est fondamentale. Alors, il y a d'autres outils de communication, évidemment. On va les passer en revue. On va d'abord s'arrêter sur les affiches de campagne. On va les voir une à une. Vous allez nous dire ce qu'elles vous inspirent. Alors, par laquelle nous allons commencer? On la découvre. Marine Le Pen, remettre la France en ordre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'était le en 5 ans qui était assez marquant, qui rappelle le produit de lessive qui va agir en 2 minutes. Top promo. C'est une promo. Hein. Voilà, donc effectivement. C'est votre avis, Isabelle Vermasson? Non, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Elle est très féminine et le sourire est doux. Hein, ce n'est pas une Marine Le Pen qui est autoritaire et qui cherche à remettre la France en ordre, pour le coup. Donc il y a une contradiction entre le message et le visage. Elle est restée avec le message de la France apaisée, alors que c'est la France qu'elle veut remettre en ordre. C'est un peu ça. Parfaitement résumé. Et puis, moi, j'ai toujours trouvé extraordinairement bizarre cette rose bleue. Et si ça permet de prendre les terres du PS, parce que justement c'est incroyable. Pourquoi ce symbole, oui, ce symbole de la rose. Mais je continue à penser qu'il est bizarre d'aller prendre. Mais du coup, la rose a disparu. Il ne reste que la rose bleue de Marine Le Pen. Il y a aussi autre chose qui a disparu sur cette affiche. La flamme. C'est son nom. Le Pen. Le Pen, qui est sa marque, sa force et aussi sa faiblesse, sa digue, si je puis dire, n'apparaît pas. Voilà, c'est une manière aussi de se différencier par rapport au passé. Le Front National non plus. Ça, c'est plus classique pour une affiche. C'est bien, on redécouvre les affiches. Mais en tout cas, le nom a disparu, ça veut dire quelque chose. C'est le stade ultime de la dédiabolisation du Front National. Et les difficultés de Marine Le Pen récentes, la phrase sur le Veldiv, c'est aussi peut-être la remettre dans la continuité avec son père. Et d'ailleurs, dans son clip de campagne, on la voit en train de naviguer sur les eaux, donc la mer, mais jusqu'où symboliquement ça ne devient pas la mère patrie. Et donc à ce moment-là, on voit bien qu'elle est en symbiose avec la France, et ça se voit même dans ses discours. Et Marine devient Marianne. Et ça, symboliquement, c'est très fort, et elle joue énormément. Vous le percevez, c'est votre travail, ce sont vos travaux, mais est-ce que nous, on le perçoit, nous, simple citoyen? En tous les cas, faut aller loin. Oui, mais d'un point de vue de l'inconscient, vous inquiétez pas que votre cerveau il retient des choses. Je m'inquiète pas si vous le dites. Autre affiche. En tout cas, il n'y a pas de bleu, blanc, rouge. Hein. Jean-Luc Mélenchon. Jamais, c'est interdit. Oui. Il s'agit, c'est le philosophe maintenant. Les couleurs rouges sont parties. Où est la tumulte, la fureur, le bruit et le fracas de 2012? Oui, ça s'agit. Maintenant, c'est Nathalie Arthaud qui ça fait force tranquille, ça fait affiche de 1980. Il manque le clocher de 81. Ce serait intéressant, Véronique Reilsout, est-ce que ce changement d'image, j'allais dire, puisqu'il a cette mue, cette métamorphose, on la retrouve également sur les réseaux sociaux? Parce qu'évidemment, on va parler, réseaux sociaux et Jean-Luc Mélenchon, c'est presque associé dans cette campagne. Oui, ça a été très commenté. De toute façon, toutes les affiches ont été très commentées, les clips de campagne, enfin voilà. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui est apparue dans cette campagne, qui sont les youtubeurs politiques. Et eux, ils ont beaucoup commenté les clips de campagne, beaucoup décortiqué les différentes affiches. Et ça ne leur a pas échappé, évidemment, que finalement, Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui un sage. Alors après le débat 11, déjà à côté de Nathalie Arthaud et M. Poutou, il passait pour quelqu'un d'assez modéré. Et puis finalement, derrière, on s'aperçoit que tous les symboles qu'il utilise sont repris dans une logique d'apaisement. Mais c'est intéressant de voir ces youtubeurs qui sont dans une analyse politique assez nouvelle, qui sont des nouveaux types d'éditorialistes, qui parlent à une population qui n'est pas forcément rompue aux techniques politiques, et ils leur décortiquent chacune de ces affiches. Ce qui est intéressant, c'est que l'émotion qui était associée avant Jean-Luc Mélenchon, c'était la colère, et aujourd'hui c'est la joie. Et d'ailleurs, il le reprend à la fin de son clip, maintenant les jours heureux, et le goût du bonheur. Et justement, j'y pensais,
cette idée n'est pas du tout reprise par cette affiche. Elle n'est pas joyeuse, cette affiche. Le temps est mauvais derrière. Oui, mais le temps est triste. Il y a des nuages. Lui-même, il n'a pas bonne mine. On n'est pas du tout dans la gaieté qu'il a vendue à Marseille l'autre jour. Mais en fait, le bonheur, c'est le vieil homme et la mer, c'est ça. Mais la joie dont on parle, elle est contenue dans les émotions quand on parle de lui, mais c'est pas la joie que lui veut véhiculer. Lui, il veut pas véhiculer la joie. C'est les gens autour de lui qui finissent. Il a un peu évolué. Il a beaucoup parlé à Marseille de bonheur et de la joie. Une question de citoyen lambda qui vous dit, d'ailleurs une affirmation plutôt de citoyen lambda qui nous dit Jean-Luc Mélenchon veut singer François Mitterrand. Par la force tranquille, peut-être. Oui, la force tranquille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une admiration éperdue de Jean-Luc Mélenchon pour François Mitterrand, lorsqu'il prend dans un congrès du PS parti contre François Hollande et la direction, il finit son discours en citant un moment d'échanger de rencontre avec François Mitterrand. Moi, c'est vrai que je pense beaucoup à la force tranquille, le mot force, qui n'est pas du tout en adéquation avec un visage plutôt rassurant, apaisé. C'est vrai que quand, je trouve Véronique a eu raison de rappeler le débat à 11, il a un moment, il a dit les amis, il a parlé de raison, raisonnable, les gens. C'est vraiment une métamorphose d'image. Heureusement qu'on ne fait pas les 11 affiches, sinon on en fait demain. François Fillon. Avec plaisir. La voici, une volonté pour la France, décryptage. Élodie Melzarek. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il a changé de slogan et en choisissant le terme volonté, on voit bien qu'il reste dans un champ sémantique et lexical qui est celui de la morale et du devoir. Donc finalement, il reste congruent et cohérent avec sa ligne de conduite qui est la probité, depuis le début. Mais ce qui est très intéressant, c'est le détournement sur les réseaux sociaux, le vol éhonté pour la France. Enfin, voilà, Après, il y a un truc, c'est que les hommes politiques, il va falloir qu'ils se fassent à l'idée que les réseaux sociaux vont détourner leurs images, donc il faut quand même anticiper. Et bien sûr, on ne fait pas une volonté quand on peut aussi facilement mettre un vol pour la France. D'accord, mais en revanche, il y a très peu de signes. C'est là où le rôle de l'inconscient, on se demande jusqu'où vont les lapsus et les actes manqués. Enfin, franchement, il y a très peu de signes quand même dans à se demander au contraire, contrairement à ce que vous dites, s'ils n'ont pas très attention à en mettre le moins possible. C'est peut-être le cas, regardez, Emmanuel Macron. C'est tellement peu polysémique parce qu'il y a 3 mots. Son affiche. Une image. Mais c'est là où il prend plus de risques. Ça vous inspire là, plus personne. Si. Oui, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est le seul à se mettre dans une scénographie, c'est-à-dire une mise en scène où il est accessible, c'est-à-dire lui au milieu de la foule. Et ça change un peu des foules. Un peu c'est le seul à mettre président. C'est le seul à dire le mot président. Il y a Marine présidente. Et du coup, c'est vrai. Et parce qu'il y a un doute sur sa capacité à être président, à incarner et à prendre en charge. C'est le seul qui est. Le petit truchement visuel, c'est de faire les épaules qui vont d'un bout à l'autre de l'affiche. C'est les épaules pour faire président. Dis donc, vous envoyez des choses, c'est passionnant. On va continuer avec les autres candidats. D'un livre aussi. Oui, bien sûr. Elle a toute sa culture, sa philosophie. On va passer à celui qui est un petit peu, j'allais dire, habitué du coup d'éclat permanent, Nicolas Dupont-Aignan, qui a quitté le plateau de 20h de TF1. Voici l'extrait. J'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau. Et je donne 2 jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats, c'est pas moi qui suis en cause, tous les candidats, le Conseil d'État, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la plus haute autorité administrative de ce pays. Madame, aux Français de trancher. Et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte. C'est dommage parce que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne pourront pas réveille les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé. Obligé. La stratégie du coup d'éclat est-elle payante? En tous les cas, sur les réseaux sociaux, Véronique Rissout, elle l'a été. Combien de vues, vous vous souvenez? Des millions et des millions et des millions. 14 millions. Donc plus que le nombre de téléspectateurs. Et plus que le débat à 11 lui-même. Donc on se dit, il a bien fait. Forcément. Où est-ce qu'ils sont passés ces 11 millions qui ont regardé l'extrait? Non, mais c'est une drôle d'idée. Voilà. Si c'est la quantité, il a bien fait. Mais quelle idée que considérer que si vous voyez 14 millions un message négatif, ça vous apporte quoi que ce soit. C'est très dangereux. Regardez le problème de François Fillon. Il a ce problème-là avec le CSA. C'est qu'évidemment, il a, à cause de ses affaires, occupé les médias de manière considérable. À mon avis, ça serait bien
bien passé. Sur ce candidat-là, qui était peu connu quand même, dont on a découvert ensuite le programme et presque la personnalité, est-ce que ça ne lui a pas permis de montrer un aspect qui était méconnu? C'est très personnel. Voilà, je ne sais pas si les uns et les autres seront d'accord, mais je trouve que M. Dupont-Aignan, avec cet épisode, avec tout ce qu'il a fait avant, on attend le soir du débat à 11, la sortie, le moment de cet homme qui n'a pas lieu. Il passe à côté. C'est M. Poutou qui fait sa sortie. Il l'aurait pas fait de la même façon. Sur le plan du scandale, mais sur le plan du fond, il a bien joué. Mais pas du tout. En attaquant François Fillon, en essayant d'être le réceptacle de déçus d'un droite. D'ailleurs, à la suite de ce coup d'éclat, dans le rolling IFOP fiducial, il progresse et il dépasse pour la première fois 5%. Ce n'est pas un inconnu, Nicolas Dupont-Aignan. Il était candidat à la présidentielle en 2012. Il a obtenu presque 7% au régional en Île-de-France. C'est retombé, c'est vrai, après le débat, mais je pense quand même qu'on voyait une stratégie claire sur son action lors du débat. Mais Véronique, se faire remarquer dans ce type de débat où vous parliez 2 minutes, puis après on avait l'impression que vous aviez disparu du plateau pendant 25 minutes, c'était difficile de transformer l'essai tel qu'il a pu le faire aux 20h de TF1. Moi, je pense que s'il avait pris ce moment-là, il serait à 5% sans se poser la question. Il est l'alternative pour beaucoup de gens à droite et il a raté ce moment-là. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre sur la table, j'allais dire, l'exigence démocratique? Élodie Mézirac, il y a ce tweet de Sam Hatt qui vous dit d'accord ou pas avec Dupont-Aignan, mais c'est un vrai cri par rapport au déni de démocratie, puisqu'il protestait contre l'absence de tous les candidats pour le premier débat de TF1. Oui, ça c'est vrai, et c'est bien qu'il soit plus visible et plus entendu. Mais là où je m'interroge, effectivement, c'est sa capacité à pouvoir rassembler, j'ai cru les derniers chiffres, 8%, ce qui me paraît beaucoup, sur une capacité... Il est assez caricatural, en fait, dans la manière dont il communique, même ce geste un peu théâtral, vous voyez, ce froncement de sourcil, mais qui est là sans être là. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu, même quand on le voit à Trocadéro, avec ce jeune garçon qui est en fauteuil roulant, et puis il est là, enfin, il y a un côté vraiment très caricatural. Et je suis désolée de le dire, parce que j'ai eu la chance de le croiser, et c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui dit bonjour à tout le monde, contrairement à d'autres... il y a d'autres représentants politiques, je vous assure, qui ne vous connaissent pas, vous narguent, mais lui, il ne le fait pas. Mais je dois avouer, et j'en suis un peu désolée pour lui, mais d'un point de vue sémantique, il a la palme de la langue de bois. C'est-à-dire que sur les structures de phrases qui sont avec des tournures impersonnelles, des valeurs sur son site, vous regardez, c'est France forte, France juste, France fière, mais qu'est-ce que ça vous apporte de savoir ça? Il y a assez peu de contenu par rapport à d'autres comme, par exemple, Cheminade, qui fait ses 100 jours, ses mesures phares, etc., ou qui finalement va presque plus creuser. La palme de la langue de bois, c'est Philippe Poutou. C'est ce que nous dit Michel Roland sur les réseaux sociaux, le spécialiste du buzz dans cette campagne. Il vous pose la question. Mais c'est pas de la langue de bois. Le buzz, c'est pas de la langue de bois. Et Poutou, il est très incarné. Il y a un moment de vérité quand on fait parfois le buzz, non? Bien sûr, exactement. Mais il a une langue de bois parce qu'il répète à peu près toujours les mêmes choses avec très peu de vocabulaire. Il est cohérent avec lui-même. Il est cohérent, un peu comme Madame Marteau. Et ils ont un message très simple à diffuser qu'ils diffusent. Ils ne s'embarrassent pas de donner des détails sur la politique extérieure ou sur je ne sais quoi. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la langue de bois. Quand le message est répété d'une manière très formelle, très fixe, c'est pour moi la définition de la langue de bois. Pas pour Poutou, parce que justement vous disiez qu'il n'y avait pas de nouveauté. Et ben je trouve que la nouveauté dans cette campagne, c'est lui. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de nouveauté, pardon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de modernité. Alors, sur la modernité, je trouve que justement, c'est vrai, vous avez raison. Mais sur la modernité, je trouve que c'est intéressant quand dans son clip, il fait un clip de campagne qui n'en est pas un, et qu'il arrive à reprendre des codes télévisuels et les codes de YouTubers. Mais là, comme c'était une actualité qui était très présente, parce qu'il a quand même été traité avec un mépris incroyable dans cette émission de Ruquier, il a réussi quand même de reprendre à son compte ce ridicule et ce mépris. Et ça, c'est quand même très judicieux. Autre stratégie, celle, s'il vous plaît, François Fillon, qui s'est comparé aux soldats balafrés. On l'écoute. Je viens de loin. Je suis un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie dans les livres. J'ai pu faire des erreurs, mais qui n'en a pas fait? Et d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides. Ces dernières semaines, on a mis à l'épreuve ma vie. Je dis aux Français, jugez mon parcours. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas été banquier, j'ai donné 36 ans de vie publique à ma ville, à mon département, à ma région, à la France. Alors Frédéric Dabi, d'abord, qu'est-ce que vous pensez? Il y a eu souvent des comparaisons, François Fillon, même avec des personnages historiques, et quand on voit dans les sondages, avec tout ce qui s'est passé, on le voit encore ce soir, notamment dans vos sondages, il reste malgré tout stable, à un niveau toujours, un étiage assez
haut par rapport à il y a quelques jours. Oui, 19%. Il n'est pas dans la possibilité d'être au second tour, mais franchement, il est dans une logique de remobilisation de son électorat. Là, c'est la mise en scène de sa résilience. C'est son principal atout en tant que personnalité. Ce qui, je trouve, extrêmement frappant, et là, c'est pas son discours de la porte de Versailles, mais j'ai en tête ce discours qui est son grand discours fondateur, qui arrive peut-être un petit peu tard par rapport à la porte de Versailles de Nicolas Sarkozy, qui était au mois de janvier 2007, très longtemps avant le vote. C'est un candidat qui, pour la première fois, dit « Ne m'aimez pas, prenez mon projet ». On est en rupture totale avec qu'est-ce que c'est que la présidentielle, la rencontre entre le pays et un homme. Les Français ont aimé Giscard d'Estaing en 1974, ils ont aimé, voire idolâtré Mitterrand en 81 et en 88. Ils ont malgré tout aimé Hollande et Nicolas Sarkozy en 2012 et 2007. Là, c'est vraiment... Et je trouve que François Fillon, et c'est plutôt bien joué, prend en compte les contraintes extraordinaires qu'il a dans cette campagne pour dire... C'était aussi son anaphore inversé qui s'appelle une épiphore, j'ai appris ce terme-là, lorsqu'il dit « on vous dit que baisser la dette, c'est impossible, nous le ferons, etc. » C'est l'idée, il disparaît en tant qu'homme, alors que la présidentielle, c'est quand même la personnalité, la carrure, la stature, derrière son projet. C'est instrumentaliser-moi, pas moi en tant que personne, mais mon projet, pour éviter... C'est la rencontre entre un projet et un peuple. Exactement. Et là, c'est complètement inédit sous la Ve République. Et ce qui est aussi inédit et qui, à mon sens, est une ligne assez compliquée, en tous les cas, ce qu'on retrouve dans ces mots, c'est quand même l'implicite du complot et la défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des médias. Et ça aussi, c'est tout à fait inédit. Il n'est pas le seul, tout à fait. Mais c'est vrai que, malgré tout, c'était assez surprenant. Et jusqu'où il va pouvoir tenir cette ligne de conduite c'est une vraie question. Si je regarde juste... là, il va la tenir jusqu'à la fin de la campagne. Oui, mais du coup, jusqu'où ça va séduire les indécis, etc. Il marginalise énormément son discours. Ce que j'ai pu constater à l'aune des réseaux sociaux, avec toutes les précautions, voilà, mais ce fameux élément... je ne vous demande pas de m'aimer, a très bien pris sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y avait comme une espèce de quelque chose de libératoire pour les gens de droite qui, dans le fond, ne l'aime pas et n'osait pas assumer que non, on l'aime pas cet homme, ce qu'il nous a fait, on ne l'aime pas, ce qu'il a fait à la politique, on ne l'aime pas, mais je suis de droite et je veux voter de droite, et on le lisait dans plein de messages. Donc il y a quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'il peut gagner. Je regardais sur les fameuses... mais sur les indécis. Non, sur les indécis, ça commençait, ceux qui flottaient un peu, je sens que ce message, il commence à prendre. Les indécis, et il y a surtout les abstentionnistes de droite. Il y a encore un quart des électeurs de Nicolas Sarkozy 2012 qui ne veulent pas voter. Si ils vont voter, François Fillon est au second tour. C'est à ce socle-là qui parle, et on voit que ça commence à prendre, alors que Macron, c'est plus compliqué pour... Je ne parle pas des gens qui sont acquis, cela, c'est un autre sujet, mais... Ça prend moins ce message de je vous demande pas de m'aimer. Est-ce que ce message n'arrive pas trop tardivement? Parce que c'est vrai sans doute, il arrive sans doute tard. Mais nous sommes dans un mouchoir de poche électoral. Là. Il a quand même formalisé, en disant ça, il a formalisé quelque chose que tout le monde s'était dit. Moi, j'ai trouvé ça bizarre de le formaliser tellement, ça sonnait presque comme un aveu. C'est ça que j'ai trouvé très étrange. Moi, je pense que tout le monde s'était dit, tant pis, je ne l'aime pas, mais je suis à droite, je vais voter pour lui. Donc le signaler était dangereux. Ce qui me semble intéressant, alors là, du point de vue de l'étude et de la recherche, en communication politique, c'est est-ce que l'on peut gagner en reconnaissant qu'on n'est pas aimé? Est-ce qu'un président de la République peut devenir président de la République? Ce serait pas une première dans le monde. Ça, c'est quand même assez curieux, parce qu'on a toujours dit quand même, et ça, c'est tous les communicants. S'il vous plaît, je voudrais passer aussi... Non, c'est important, Jean-Luc Mélenchon quand même, parce que vraiment, s'il y a une métamorphose, c'est la sienne. On va voir justement les différentes campagnes de ce candidat de la France insoumise. C'est assez frappant, le changement. C'est vraiment lui. Regardez. Julie Hulin. C'est l'histoire d'un challenger qui a le vent en poupe. Ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui enregistre la plus forte progression dans les enquêtes d'opinion. L'œuvre d'une campagne réussie, stratégiquement moderne, loin des traditionnels meetings et réunions publiques. Tout a commencé avec la création d'une page YouTube, des vidéos hebdomadaires où il explique son programme et ses idées. Jean-Luc Mélenchon, youtubeur, le concept fonctionne. La chaîne rassemble près de 300 000 abonnés. Depuis, son équipe a lancé une web radio et même un jeu vidéo dans lequel le candidat secoue les hommes politiques et les grands noms du monde financier. Il y a aussi les meetings. Le 5 février dernier, Jean-Luc Mélenchon sort le grand jeu en proposant le premier meeting en hologramme. Le buzz sur les réseaux sociaux est immédiat. Quelques semaines plus tard, le tournant de la campagne s'opère. La marche pour la 6e République, entre Bastille et République à Paris. Plus de 100 000 personnes. Une démonstration de force qu'il réitère sur le Vieux-Port à Marseille. Mardi prochain,
il sera physiquement à Dijon et en hologramme dans 6 autres villes. 7 meetings au même moment, tous les candidats en ont rêvé. Voilà, changement d'image et remontada dans les sondages. Est-ce qu'on est passé, Véronique Arelssoud, est-ce que vous le constatez aussi dans la perception sur les réseaux sociaux du tonitruant tribun au pédagogue apaisé? En fait, je disais quand on regardait ces images qu'il me fait plus penser à une rockstar, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'hystérie. On se pose même plus la question. En fait, quand on regarde le contenu des messages sur Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas tellement de son programme, on ne parle pas tellement du fond. On parle de la forme, c'est formidable, ce meeting à Marseille, c'est incroyable. Il y a un engouement, une joie. On le disait, vous savez, on avait étudié avec Blum les émotions contenues dans les messages. C'est incroyable, c'est cette joie, une espèce de envie. On remarque d'ailleurs ce soir, parce qu'il est en meeting à Lille. C'est la joie. Ouais. Mais il n'y a pas de fond, donc c'est pas. Alors, c'est étrange. Quoi. Mais le fond, effectivement, son programme plus nébuleux, mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même est responsable, entre guillemets, de ça, puisque ces meetings politiques n'en sont pas, ce sont des leçons de vie, des leçons philosophiques. Donc lui-même, finalement, s'éloigne aussi de ce champ-là et ouvre à plein de dimensions. Même si ce soir, vraiment en meeting, il a tenu à revenir quand même sur certains axes programmatiques, donc il ne considère pas, apparemment, Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Dabi, que son programme soit son talon d'Achille. Non, il a toujours mis en avant son programme, et le fait qu'il soit apparu comme le plus convaincant et comme ayant fait la meilleure prestation et le 20 mars et le 4 avril dans nos enquêtes qualitatives, c'était aussi lié au sentiment qu'il maîtrisait ces dossiers et qu'il développait un axe programmatique déjà autour de la 6e République. C'est vrai que c'est relativement peu incarné et les Français ne mettent pas énormément de choses, ce n'est pas une priorité, mais ça crée une sorte de cohérence dans l'offre de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est-à-dire qu'il a 2 techniques formidables qui prouvent sa crédibilité. C'est qu'il parle sans notes et qu'il parle seul. Donc il incarne quelqu'un qui a un projet. À la limite, il n'a même pas besoin de le définir. C'est lui le projet. Et l'histoire de l'hologramme, pour moi, j'étais étonnée que ce soit aussi peu critiqué. Parce que je croyais qu'à gauche, on avait une vision plus collective, moins personnalisée, etc. Alors qu'au contraire, il se présente, lui, il est tellement important, lui, en tant que personne, qu'il s'hologrammise. Et c'est assez curieux. Pour conclure, et je rejoins ma première question, c'est une campagne quand même où on le voit, l'image, la forme, la personnalité est très importante. Est-ce qu'il faut s'en désoler, c'est ce que certains disent. Est-ce que c'est votre avis, Frédéric Dabi, de ne pas davantage s'intéresser finalement au programme? C'est ce que dit quelque part aussi un peu François Hollande, et de ne retenir que l'écume des vagues. C'est un regret, une critique que l'on voit poindre à chaque campagne présidentielle. Il y a quand même eu ce fait inédit de 2 débats où, on peut dire ce qu'on veut, on a entendu des éléments programmatiques et de la confrontation entre les différents candidats. Lorsqu'on interroge les Français sur qu'est-ce qui va compter le plus pour la campagne présidentielle dans leur vote, ils citent bien sûr, de manière un peu automatique, le programme. Lorsqu'on fouille cette question, il y a vraiment cette alchimie entre la personnalité et le programme. Et derrière le programme, c'est aussi le dessin, la vision, la valeur travail, du travailler plus pour gagner plus pour Nicolas Sarkozy, la fracture sociale et la France pour tous pour Jacques Chirac en 95. Là, c'est vrai c'est peut-être seulement Jean-Luc Mélenchon qui travaille sur ce dessin des jours heureux, et que les autres candidats n'ont pas réussi. Arrêtez de dire qu'on ne parle pas des programmes. Alors, non, les candidats en parlent, nous-mêmes on en parle. La campagne officielle, et puis, c'est un élément de langage traditionnel des campagnes électorales qui consiste à dire qu'on ne parle jamais assez de programmes, alors qu'on n'en a jamais parlé. À mon avis, cette fois-ci, pourquoi? Parce qu'il y a eu tous ces débats des primaires qui a obligé les candidats très tôt à préciser avec beaucoup de détails leur Et puis cette magnifique citation de Victor Hugo qui dit que la forme, c'est du fond qui remonte. C'est très bien, belle conclusion. Véronique Arelssoud, vous avez une citation, attention. Victor Hugo terminé. C'était beaucoup. C'est juste que, oui, on n'a jamais parlé autant de programmes parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils qui sont à la disposition des citoyens. Et vous prenez Qui voter, par exemple. Ça permet d'aller se comparer 2 candidats, de répondre à des questions. Il faut aller sur le site Qui voter, par exemple. C'est une appli toute simple, très sérieuse, mais qui vous permet de le faire de façon assez ludique. Et vous hésitez entre 2 candidats. On va vous poser, vous dites, je vais consacrer 5 minutes. On vous pose des questions, vous répondez très rapidement. Et on va vous dire, vous hésitiez entre Macron et Fillon.
vous dire, vous c'est Macron. Et voilà. Et pourquoi? Ou Fillon. Et on va vous lister tous les trucs, ou Poutou, enfin voilà. Ne le faites pas tous. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a une réalité qui est, oui, je suis d'accord avec vous, c'est une rhétorique habituelle. Non, en fait, les gens s'intéressent vraiment, et les citoyens s'intéressent vraiment au programme, et il y a plein de moyens. Il n'y a pas un seul magazine, un seul journal qui n'a pas proposé des systèmes pour comparer, analyser. Enfin, il y a ce qu'on veut aujourd'hui. Les outils sont là. Programmes également. Et les audiences faites par les émissions de politique montrent que ça intéresse les gens. Donc oui, et pourvu que ça dure. Merci pour ce débat et cette analyse. On va passer au reste de l'émission avec François Hollande. Le retour, le président juge la campagne et selon lui, elle sent mauvais. Il cible Jean-Luc Mélenchon, ne croit pas en les chances de Benoît Hamon et il épargne habilement Emmanuel Macron. Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants le politologue Thomas Guénolé à Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia. À tout de suite. J'ai passé ma vie à défendre la gauche. Ce pays, il est à 60 balais. Il m'a fallu 2 banques et un prêt privé pour m'acheter mon appartement. On va perdre des élections et j'aurai quoi? Rien. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. J'ai saisi une reconnaissance de dette signée par Pierre Bérégovoy pour le 1 million de francs. Or, cette somme n'apparaît pas dans le dossier de la succession de Pelat. On peut donc parler de dissimulation d'actifs. On va tenter de nous saloper à travers Pelat. La droite n'a pas pardonné ton discours d'investiture, la feuille que t'as brandie à l'Assemblée, des noms. Je suis d'accord, j'ai fait une connerie. C'est ça qui vont me faire payer. On va essayer. Mes amis m'ont trahi. Mon parti m'a abandonné. Je suis un homme mort. Un homme d'honneur, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Événement. Demain dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle, sera l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer un retour, celui de François Hollande, pas candidat mais impliqué dans la campagne dont il dit qu'elle sent mauvais. Le président vise Jean-Luc Mélenchon, il dénonce les populismes, mais est-il vraiment étranger à cette situation? Nous parlerons aussi du ton qui monte, qui se durcit à 11 jours du premier tour. Nos invités ce soir, Thomas Guénolé, bonsoir. Bonsoir. Politologue, enseignant, auteur. Face à vous, Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir. Président fondateur du think tank Sinopia. Et messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on croyait François Hollande retiré sur son Aventin et ne voulant pas s'exprimer avant le premier tour. Ce n'est pas le cas. On voit tout cela avec Quentin Calmet. En sortant du silence, François Hollande se montre très incisif. D'abord envers le niveau du débat de cette élection présidentielle. Dans l'hebdomadaire Le Point, à paraître demain, le président de la République juge la campagne hors sol et centrée sur les affaires. Autre cible, Jean-Luc Mélenchon, visé par cette phrase. Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Une interview au Point à paraître demain où François Hollande plaide pour le renouvellement en politique. Autre sortie médiatique, le président de la République a accordé une interview aux médias en ligne Combini, un site dédié aux jeunes et très présent sur les réseaux sociaux. Dans les extraits disponibles sur l'application Snapchat, le président de la République est interrogé sur ses conseils aux électeurs de 2012. C'est quoi votre conseil? Parce qu'on parle quand même, vous venez du Parti Socialiste, un candidat du PS. Je lui dis qu'il faut continuer. Et qu'il y a des candidats qui sont, même s'ils sont différents, même s'ils disent qu'ils n'auraient pas forcément fait exactement ça, même s'ils pensent qu'ils peuvent faire davantage demain, il faut aller vers ceux qui sont plutôt dans la suite. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc il faut aller vers la marche du progrès. Une référence cryptée au mouvement En Marche et qui pourrait signer une rupture dans la communication du président de la République. Alors d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette intervention. Thomas Guénolé, c'est vraiment pas prévu, c'est un changement de pied, un changement de stratégie là. Parce qu'il y a une stratégie. Pas nécessairement. Vous savez, pendant
pendant 3 ans et demi, un certain nombre d'analystes, de journalistes, de commentateurs, dont moi d'ailleurs, se sont dit qu'à chaque fois qu'on avait l'impression que quelque chose de la part de François Hollande était pathétique, un peu raté, incompréhensible, confus, c'était forcément parce que c'était du machiavélisme d'un niveau de subtilité qui nous échappait. Et en fait, non. La réalité, c'est que c'est un apparatchik qui est brillant pour les jeux d'appareil, mais à part ça, c'est un politicien médiocre. Et le bilan qu'il a obtenu permet d'en attester. Ce qui est très intéressant pour moi là-dedans, c'est le côté hors sol de la démarche de François Hollande. C'est-à-dire que en fait, il s'exprime pour nous dire ce qu'on doit voter à son avis, ce qui suppose donc qu'il ait une autorité. Je voudrais rappeler à François Hollande ou à son staff, s'il y en a qui nous regardent, c'est quelqu'un qui a été en échec sur le chômage a augmenté. Les inégalités se sont aggravées. La crise du logement s'est aggravée. Il y a eu plus de 250 morts du fait du terrorisme. Le va-t-en-guerre militariste a augmenté en fait les tensions dans un certain nombre de régions, et je pense tout particulièrement au Moyen-Orient, où en fait la ligne de stratégie de François Hollande s'est limitée à réclamer des bombardements toutes les 2 semaines. Et on a affaire à quelqu'un aussi qui, au niveau de l'échelle de son parti, a fait une politique tellement excentrée par rapport au centre de gravité du Parti socialiste qu'il a finalement provoqué l'éclatement de son propre parti et une défiance colossale du peuple de gauche envers lui. Pourquoi ? Parce qu'il a promis « mon ennemi c'est la finance » et on se retrouvait avec Macron, ministre de l'économie, après être passé par la banque Rothschild. Quand vous mettez tout ça bout à bout, quelle est l'autorité au juste de François Hollande pour nous dire quoi que ce soit après un échec pareil ? Elle est nulle. Presque même son intervention, là, les fondements de son intervention. Non, ce n'est pas qu'il dit ce qu'il veut. J'insiste simplement sur le fait que, au sens étymologique profond, a auctoritas, l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité morale. Il n'a aucune autorité à nous dire quoi que ce soit après un échec pareil. Et j'ajoute, en tant qu'électeur de gauche moi-même, pour mettre les pieds dans le plat, si François Hollande me dit qu'il ne faut pas voter pour un tel et qu'il faut plutôt voter pour un tel, ça me donne franchement envie de faire exactement le contraire. Quelle est votre réaction, Alexandre Malafaille ? En tout cas, ça clarifie les choses. On avait un doute sur la posture de François Hollande et vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Là, c'est réglé. La phrase sibylline qu'il a lâchée confirme qu'il y a une filiation directe. Mais là encore, c'est cohérent parce que je crois quand même que le grand bénéfice, il faut rendre à César ce qui est à César, le bilan n'est pas très bon, mais il aura quand même, sans doute parce qu'il a découvert en chemin que son positionnement initial n'était pas le bon, n'était pas un positionnement qui pouvait faire gagner le pays parce que c'était trop à gauche, trop orienté finalement sur des politiques plutôt du domaine du passé, qui avaient été essayées et qui ne marchaient pas. Donc il a fait son virage pour construire, volontairement ou pas, en tout cas une espèce de social-démocratie. Il n'a pas réussi à le faire parce que sa personnalité est une limite. Et c'est pas même si, c'est vraiment l'entre-deux permanent. Et le résultat, c'est que il s'est fait récupérer entre guillemets son héritage par Emmanuel Macron, mais je crois vraiment que ce sera l'acquis du quinquennat. Alors après, est-ce que cette social-démocratie à la française va vivre ? Entre-deux. Il est allé plus loin que Nicolas Sarkozy dans sa politique économique en suivant la même ligne. Vous appelez ça un entre-deux. Il a fait la politique économique de Nicolas Sarkozy en la poussant plus loin. La loi travail faite et voulue par François Hollande va plus loin que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, qui était pourtant un président de droite. Et donc quand vous dites il est resté dans un entre-deux, non. La différence fondamentale Attendez, juste je termine. La différence fondamentale entre la politique de François Hollande et la politique de Nicolas Sarkozy n'est pas sur l'économie. Elle peut être sur le reste. Mais sur l'économie, en fait, il a adopté l'idée qu'il n'y a qu'une seule politique réaliste possible et qu'en dehors de ça, en réalité, on est en train d'aller vers les chimères. C'est l'électeur de gauche qui parle, peut-être, qui a été échaudé par la loi travail, non ? Les deux à la fois, parce que l'analyse, c'est de dire que objectivement, il a épousé la politique économique de la droite, puisque la loi travail va plus loin que ce qu'a fait la droite, et ça, c'est un fait. Et après, en tant qu'électeur de gauche, moi, je me souviens simplement du discours du Bourget. La gauche fait toujours plus. C'est quand même extraordinaire. Oui, mais là, M. Guénolé, vous ne pouvez pas rester figé dans le passé. Le discours du Bourget, c'est une erreur. C'est ce qui lui a collé, si je puis dire, tout au long de ce quinquennat. Et c'est à cause de ça qu'il en est arrivé là. Bien sûr qu'il a tapé sur la finance, on voit le résultat. Il a pris des engagements qu'il n'a pas été capable de tenir. Ça, c'est le vrai problème du discours politique. Discours qui est un discours emphatique, qui est un discours de séduction. Le résultat, on le paye après. Il a amorcé un virage. C'est ça qui était intéressant. Je ne comprends pas parce que, Monsieur Malafaille, vous avez fondé un mouvement qui veut refonder la politique sur des bases plus saines, plus morales, plus sincères, où on prend des engagements qu'on tient, etc., etc. Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de problème particulier au fait que quelqu'un qui a fait un discours pour promettre une chose et qui ensuite a fait une politique qui était le contraire, ça ne pose pas de problème et c'était une bonne chose. Est-ce que c'est nouveau pour la gauche ? Vous vous souvenez d'un autre tournant, non ? C'est pas, pardonnez-moi, nouveau pour la gauche. Vous avez souvenir d'un autre tournant ? Je ne parlerai pas d'un tournant, je parlerai d'un éclatement entre... en fait, la gauche, depuis des années et des années, elle est, écartelée entre la gauche pro-mondialisation et une gauche que je qualifierais d'altermondialiste. Et François Hollande, en fait, en allant au bout de l'orientation pro-mondialisation,
en fait, a provoqué l'éclatement. Ce qui normalement était empêché par une tentative de compromis entre ces deux ailes opérationnelles. Dans cette gauche, où est le Parti socialiste? Je vais vous ramener à l'actualité, parce que Benoît Hamon, Alexandre Malafaye a réagi ce soir. Il était l'invité du 20h de TF1 et il s'en est pris. Il a ciblé Emmanuel Macron. Si c'est son choix, c'est son choix. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je considère aujourd'hui que ça n'est pas le renouvellement Emmanuel Macron. 120 000 fonctionnaires en moins, réduire les services publics locaux, vous aurez quoi? Moins d'ATSEM dans les écoles, moins de policiers municipaux, vous aurez demain moins de personnel dans les maisons de retraite, moins d'aides-soignantes. Et ça vous attriste que un homme qui appartient au même parti que vous, François Hollande? En tout cas, je conteste qu'Emmanuel Macron renouvelle quoi que ce soit. Je pense aujourd'hui qu'il recycle de vieilles idées de gauche, de vieilles idées de droite qui n'ont pas marché et qui visaient à penser quoi? Que par l'austérité, la rigueur, la baisse de la dépense publique, on s'en sortirait. Alors Benoît Hamon, tous les jours, il a affronté vraiment quelque chose. Parfois, il est même à plaindre, parce qu'il est vrai, il est sincère, Benoît Hamon. François Hollande, c'est quand même celui qui était à la tête du Parti socialiste. Est-ce qu'il met une dernière pelletée de terre sur le Parti socialiste, François Hollande, tout à l'heure? Sur ce Parti socialiste-là, c'est sûr. Là, je crois qu'il a vraiment défini, tourné le dos au PS de 2012, au PS qu'il a porté au pouvoir. Après, là encore, moi, je crois que c'est du réalisme, c'est du pragmatisme. Oui. C'est en ce sens que j'observe les faits. Je ne suis pas en train de lui donner un blanc-seing. Il n'y a qu'une seule politique économique possible, donc ça ne sert à rien de voter. Absolument pas, je crois. Laissez-moi parler un instant. On ne peut pas dire ça. On peut simplement dire qu'on ne peut pas, pendant 5 ans, rester dans un axe qui vous amène dans le mur. La politique, telle qu'elle a été pratiquée pendant 2 ans, il en a vu les limites. Et il a vu les limites également de l'interventionnisme accru. Il a vu les limites d'une politique qui va contre l'intérêt des entreprises, d'une politique qui va trop dans l'encadrement. Il a essayé de simplifier. Il a lancé un certain nombre de chantiers. Tout n'est pas réussi, loin s'en faut. Mais ce changement de cap, il était salutaire. Il ne pouvait pas rester sur son axe-là. Alors évidemment, il l'a très mal expliqué. S'il avait été capable de clarifier sa position en disant voilà pourquoi on va donner un nouveau mouvement, une nouvelle orientation, et non pas en restant dans ce nini ou cet entre-deux, il aurait été certainement beaucoup plus grandi dans sa fonction et dans son parcours. Est-ce qu'Emmanuel Macron clarifie cette position dont vous parlez aujourd'hui? Alors, Emmanuel Macron, en tout cas, occupe clairement l'espace, qui est en fait l'espace, à mon avis, que François Hollande aurait rêvé de créer, qui est de dire un parti socialiste, social-démocrate, comme on les retrouve dans d'autres pays. C'est ça que je crois l'héritage d'Emmanuel Macron est en train de faire ce dont a rêvé François Hollande. D'abord, une remarque, encore une fois, Monsieur Malafaye, je ne comprends pas, parce que si je suis votre logique, en fait, il n'y a qu'une seule... théorique, c'est pour ça. Non, je prends simplement vos propres mots. Si vous dites qu'il n'y a qu'une seule politique économique qui soit réaliste, ça veut dire que soit on fait une politique économique bien précise, soit on est nécessairement dans l'erreur. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'il y a 2 politiques entre celle d'Emmanuel Macron qui est proposée aujourd'hui et celle de François Fillon? Il y a bien 2 approches distinctes quand même. Et donc, Monsieur Malafaye, si j'ai bien suivi, en réalité, ça ne sert plus à rien d'aller voter puisqu'il n'y a qu'une seule politique économique qui soit réaliste. Il y a plusieurs politiques. Et donc, c'est ce que je ne comprends pas dans votre raisonnement. S'il n'y a qu'une seule politique qui est réaliste, ça ne sert plus à rien d'aller aux urnes. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Après, sur la question d'Emmanuel Macron, je dirais qu'il est dans la continuité d'un grand homme politique français. On est d'accord ou pas, mais il y a une continuité remarquable. C'est le projet de Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'il veut fonder un grand parti central des classes moyennes avec un projet avancé de libéralisation de l'économie et de libéralisation de la société française, en essayant, je ne sais pas s'il va y arriver, mais en essayant de rassembler 2 Français sur 3, comme disait Giscard il y a une époque, autour d'un projet donc de société libérale avancée. Et comme Giscard d'ailleurs, son objectif, quand on lit attentivement son programme, c'est de copier le modèle économique et social de la Suède. Et la Suède, le modèle scandinave, était déjà une obsession de Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, sur la question, mais de quoi Emmanuel Macron est-il le nom? Je dirais c'est le nom du néo-giscardisme. On adhère ou on n'adhère pas, mais au moins ça permet de savoir qu'est-ce qu'on achète. Oui, je ne sais pas si le néo-giscardisme parlera beaucoup aux jeunes générations, mais en tout cas, on peut habiller les choses de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est que je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule politique économique. Après, c'est un certain nombre de réglages que vous allez opérer en termes de profondeur de politique. Quand vous regardez aujourd'hui le programme d'Emmanuel Macron et celui de François Fillon, il y a 2 offres qui sont radicalement différentes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez les réactions extrêmement brutales de Benoît Hamon. Et c'est aussi pour ça que Benoît Hamon a gagné la primaire de la gauche. Parce que face au projet de François Fillon, qui est un projet qui est compact et qui est pour le coup qui est économique et qui veut faire un certain nombre d'efforts à la France, vous aviez le projet protecteur de Benoît Hamon, qui est un projet qui a pour vocation de mettre un nouveau parapluie, si je puis dire, protecteur de l'État sur les Français. C'est ça qui a fait la différence, c'est pour ça qu'il est sorti du chapeau. Il me semble qu'entre le projet économique et social de François Fillon et le projet économique et social d'Emmanuel Macron, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est-à-dire que la direction est la même, mais l'ampleur de ce qui est fait en matière de politique économique et sociale, que ce soit en matière de baisse de dépenses publiques, en matière de déréglementation de l'économie, en matière demander aux fonctionnaires si politique de compétitivité, pas du tout, il y a une différence de degré, parce que dans les 2 cas, il s'agit de baisser les dépenses publiques, de réduire les postes, etc. Mais ce n'est pas du tout la même ampleur. Il y a un programme vraiment différent, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, n'aime pas du tout qu'on le critique. Et il a ciblé ce soir Emmanuel Macron parce que le candidat d'En Marche
l'avait un peu moqué sur son âge hier. On écoute Jean-Luc Mélenchon. La chose qui ne m'a pas plu, c'est qu'ils disent « Ah ah, monsieur Mélenchon, j'étais encore au collège qu'il était sénateur socialiste. » Juste après m'avoir traité de communiste révolutionnaire, ça colle pas, il y a un problème dans ma biographie. Oui, en effet, je vais dire à monsieur Macron que la différence d'âge n'est pas un argument pour se mépriser. Il y a eu un moment dans la vie où lui et moi, on a été sur la même ligne de départ. Nous étions en 2008 et on partait tous les deux. Tous les deux, on avait une carte du Parti socialiste dans notre poche. Moi, j'ai rendu ma carte pour rester fidèle à mon idéal et reprendre le combat, notamment avec les communistes. Et lui, j'avais 57 ans, et lui en avait 31. Il a rendu sa carte pour aller à la banque Rothschild. Ah, il ne faut pas le chercher, Jean-Luc Mélenchon, et pas le titiller sur l'âge. Hein. En plus, Thomas Gonnet, la réponse, elle est en finesse, mais elle est cinglante. Hein. Oui, et puis surtout, moi je ne comprends pas Emmanuel Macron, parce que pour l'instant, et c'est remarquable dans cette campagne où il y a eu beaucoup de coups bas, il y a une chose qui lui a été épargnée à Emmanuel Macron, ce sont les attaques sur son âge. Des attaques de type 39 ans pour devenir président de la République, avec une expérience active de la politique de 2 ans et demi, c'est vraiment court. Il n'a pas eu ce genre d'attaque, de personne. Donc il n'y a pas eu d'agisme envers lui. Et là, lui se met à attaquer un des candidats sur son âge dans le sens plus proche des seniors. C'est une erreur absolument colossale. Alors que justement, c'est un de ses points faibles à lui dans le sens de l'excessive jeunesse possible. Moi, je ne le pense pas, mais il y a peut-être des gens qui le pensent, pour exercer le poste. Donc c'est vraiment pour moi une erreur colossale. En plus, il y a quand même... l'âge moyen de l'électorat français est assez élevé. Donc l'attaque sur l'âge, vous savez, ça me rappelle... Lionel Jospin qui disait de Jacques Chirac, il est vieilli, usé, fatigué, ça lui était revenu à la figure, et je suis poli comme un boomerang. Oui, mais ça confirme, je crois, la grande fébrilité des candidats. Il y a 4 candidats dans un mouchoir de poche, finalement. Ouais. On est à quelques jours du scrutin. La part d'incertitude est colossale. Les indicateurs du type vote blanc 40%, du type abstention massive, tout ça perturbe les candidats, et chacun y va d'une espèce de politique de dernier espoir, et on attaque un peu tous azimuts. Oui, ça les rend très nerveux. Et c'est vrai qu'il y a un problème d'offre. Et si finalement l'offre d'Emmanuel Macron, l'offre de François Fillon n'accroche pas tant que ça au bout du compte, et c'est que cette qualité d'offre politique est quand même en partie rejetée par les Français. Il y a un ventre mou en fait, du centre droit au centre gauche ou de la droite à la gauche, et ça rejette nécessairement vers les extrêmes. On voit bien aujourd'hui les partis de type Front National ou Mélenchon qui sont aux portes du pouvoir. Et quand on a ce score incroyable du Front National, quand on fait des projections pour le deuxième tour, de voir Marine Le Pen avec 40 à 45% des scores, ça devrait vraiment préoccuper les candidats dits de l'établissement. Et peut-être même le président de la République qui a davantage ciblé Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen, on peut aussi... Oui, je sais même pas s'il renvoie dos à dos, dit-il. Je pense qu'il n'aurait pas dû intervenir dans la campagne à ce stade. Je crois qu'il a fait une grosse erreur, et je pense qu'en plus, quand il dit qu'effectivement ça ne sent pas bon, ça sent surtout le brûlé ou le roussi pour son poulain et pour les candidats traditionnels. Parce que là, à force de mentir aux Français, de ne pas respecter ses promesses, même Fessenheim, cette espèce de pantalonnade incroyable, et les Français voient ça. Tout ne se passe plus d'une manière éthérée, loin des citoyens. Oui, 2 choses. D'abord, il y a une énorme incohérence qui n'a pas encore été relevée dans les propos de François Hollande. C'est sur le motif pour lequel il attaque Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que ce qu'il reproche à Jean-Luc Mélenchon en termes de ligne idéologique, c'est celle de François Mitterrand en 1981, pour laquelle François Hollande a été collaborateur à l'Élysée. Donc je veux bien que les gens évoluent dans leurs opinions, mais ça ne manque pas de sel de voir François Hollande faire le procès du Mitterrand de 1981, pour lequel il a travaillé directement à l'Élysée, en faisant aujourd'hui le procès de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme quoi les gens changent. Jean-Luc Mélenchon qui admire et qui admire toujours... c'est l'un des rares à être resté constant dans la Mitterrandie, en quelque sorte. Et juste une remarque, sur les 4 offres qui tournent autour de 20, pour moi ça va dans le sens de ce que j'appelle la quadripolarisation, c'est-à-dire la reconfiguration de l'espace politique en 4 blocs à peu près de force égale, c'est-à-dire que la France électoralement est coupée en 4. Vous avez le bloc altermondialiste, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le bloc pro-mondialisation, mais ouvert envers les minorités maghrébines, minorités LGBT, ça c'est Macron. Vous avez le bloc qui est pro-mondialisation, mais hostile envers les droits de la minorité maghrébine et de la minorité LGBT, ce sont les conservateurs, c'est François Fillon. Et puis vous avez l'offre xénophobe et raciste, qui est Marine Le Pen. Ça vous fait 4 blocs. Alors, je fais toujours attention, parce que quand on dit raciste, on traite aussi de raciste les électeurs, et là je crois qu'on ne peut pas le faire. Je peux vous répondre là-dessus ?
Je vais citer Emmanuel Todd qui a donné une interview récente. Propriétaire de vos propos. Bien sûr, mais... J'ai lu l'interview. Vous avez lu l'interview en question. En fait... à partir du moment où on vote pour un parti qui dit par diverses périphrases qu'il y a un problème dans ce pays avec... Je les assume. Ce sont les vôtres. J'assume toujours mes propos. C'est juste pour dire. Mais je voulais juste prendre une distance par rapport aux électeurs. Si vous votez, non mais il faut qu'ils l'entendent à un moment donné. Si vous votez pour un parti qui, par toutes les périphrases possibles et imaginables, vous dit que dans ce pays, il y a un problème avec les Maghrébins. Vous êtes électeur de gauche, laissez-les. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, je voudrais qu'on parle de votre appel, Alexandre Malafaye. De quoi s'agit-il? Vous avez quasiment tiré la sonnette d'alarme sur un sujet important par rapport à cette présidentielle. Oui, absolument. Le vrai problème de fond, de notre point de vue, c'est ce qu'on partage avec les 33 signataires de cet appel en faveur d'un Grenelle de la démocratie, c'est que nos institutions sont à bout de souffle, qu'il y a une crise de légitimité parce que finalement on fabrique des candidats par défaut. La mécanique institutionnelle va fabriquer un candidat, mais qui sera à peine légitime, porté par quelques dizaines de pourcents de Français et encore un grand maximum. Mais surtout, en fait, aucun électeur ou peu d'électeurs vont voter avec le cœur. Donc votre capacité à créer la confiance et à entraîner un pays derrière vous pour le gouverner et l'orienter, et puis après à mener à bien un certain nombre de grandes réformes dont on a véritablement besoin, qu'on les mène à droite ou à gauche, mais qu'on les mène vraiment. Ces réformes-là, pour l'instant, on les attend. Et notre crainte, c'est que le prochain président va, quel qu'il soit, quelles que soient ses qualités, se retrouver, je dirais, les pieds pris dans ce tapis du système qui ne marche pas. Et nous, on a envie de lui dire, monsieur le président, monsieur le futur président, le regarder dans les yeux, lui dire, voilà, vous avez intérêt vraiment à prendre en main la rénovation du système de gouvernance français et de le faire en dehors du temps de campagne. Vous avez pris des engagements, certes, ils en ont tous pris, il y a un foisonnement d'idées, en ce moment il y a un concours Lépine intéressant, mais les bons diagnostics ne sont pas faits. Donc il faudrait, hors temps de campagne, à l'automne, faire ce qu'on appelle ce Grenelle de la démocratie. Alors il faut imaginer le format, il faut trouver les parties prenantes pour discuter. Vous pourriez y être associé, mais les politologues, c'est important les politologues. Mais en tout cas, de principe. Mais voilà, et donc réfléchir à froid sur le rôle de l'État, le rôle des collectivités locales, le rôle du citoyen, comment on prend en compte la révolution numérique dans la politique, comment on réassocie les citoyens à la vie politique. Et puis après, il faut passer en revue toute une série de mesures qui sont aujourd'hui sur la table, mais pas mettre en avant ou mettre en œuvre la réduction du nombre de parlementaires ou prendre du recul. Voilà, et dire voilà, une fois qu'on a défini le schéma et la vision, à ce moment-là, apporter les bonnes solutions en matière de réponse politique. Déboussiérer, comme on dit parfois. Mais surtout refaire la démocratie, c'est ça le sujet. Le plus urgent en matière de réforme institutionnelle, ce serait de vraiment aller beaucoup plus loin dans le sens d'une démocratie directe, dans le sens de ce que fait la Suisse. Ça me semble aller dans l'air du temps. C'est-à-dire que les Français sont beaucoup plus éduqués et beaucoup plus aptes à juger les choses que ne le croit la classe politique. Et donc je pense qu'aller beaucoup plus loin dans le sens d'un système comme celui de la Suisse serait une bonne évolution. Si je peux réagir une seconde pour dire que la démocratie directe me paraît être quelque chose de très dangereux. Ce qu'il faut, c'est réguler en fait le participatif, participatif et d'une phrase représentatif. D'une phrase, si on pense que les électeurs sont suffisamment intelligents et éduqués pour élire les gouvernants, alors ils sont également suffisamment éduqués et intelligents pour décider par eux-mêmes. La question n'est pas là. Il y a une logique. À un moment donné, dans un grand pays, vous êtes obligé d'avoir des systèmes régaliens et un système qui vous permet de piloter le fond et d'aller loin. Et après, il faut réguler ce qui doit besoin de réguler. Je propose de revenir pour ce débat. Les gens pour décider. Dans ces cas-là, il faut prendre le vote blanc en considération. Merci Thomas Guénolé et Alexandre Malafaye. Dans quelques instants, place au grand entretien, puis à la revue de presse et juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. François Hollande estime ce soir que la Russie prend une lourde responsabilité en opposant son 8e veto au Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, Donald Trump estime qu'il est temps de mettre fin à une guerre civile brutale, une décision qui fait suite à la rencontre entre Vladimir Poutine et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Attentat. Les autorités allemandes ont interpellé un homme appartenant à la mouvance islamiste. Il pourrait être associé à l'attaque hier soir du bus de l'équipe de football allemande de Dortmund. Selon la porte-parole du procureur fédéral allemand, l'acte serait probablement d'ordre terroriste. En raison du mode opératoire des faits commis, la piste terroriste doit être envisagée. C'est pourquoi nous avons ouvert une enquête. La motivation précise de l'attentat est cependant encore indéterminée. Déclaration. Mélenchon, le délirant projet du Chavez français. Je trouve qu'il manque d'imagination parce qu'en 2012, ils avaient écrit le petit Chavez français. Alors, le hasard fait que j'ai rencontré Hugo Chavez peu de temps après, je lui dis, commandant, ils ont écrit
le petit Chavez. Et il me dit, oh, désolé, je ne voulais pas perturber votre campagne. Je lui dis, mais pas du tout. Simplement, je me demande pourquoi petit. Ah, il me dit, là, vous avez raison. Ces choses-là doivent se voir en grand. Déclaration. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, dénonce l'outrance des paroles du patron des patrons, Pierre Gattaz. Hier, le président du MEDEF fustigeait un scénario destructeur pour l'économie française en faisant référence aux propos du candidat socialiste. Essayer de le mettre dans un paquet d'ultra-populisme est scandaleux, estime Laurent Berger, qui pense que Pierre Gattaz fait une profonde erreur de se positionner ainsi. Le chiffre du jour. À 10 jours de la présidentielle, le gouvernement maintient son cap. Il réaffirme sa prévision de croissance à 1,5% en 2017. Un chiffre que les pouvoirs publics intégreront au programme de stabilité envoyé à Bruxelles le mois prochain. En revanche, Bercy révise à la hausse sa prévision de déficit public et devra atteindre 2,8% du produit intérieur brut. Le Haut Conseil des finances publiques a validé les hypothèses gouvernementales. Voilà pour ce tour d'horizon et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est historien, il est spécialiste de l'histoire coloniale, il a réalisé plusieurs films, il est l'auteur de nombreux ouvrages et il publie aux éditions La Martinière cet ouvrage intitulé « Les années 30 et si l'histoire recommençait » avec des photographies vraiment très fortes, très marquantes, impressionnantes avec Farid Abdelwaheb. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir. Alors on va étudier en détail ce parallèle que vous faites ou en tous les cas ces points communs qui peuvent être retrouvés entre l'époque actuelle et, dites-vous, les années 30. Mais d'abord, est-ce que ce parallèle, il peut être pertinent pour notre contexte international ? Par exemple, l'un des points chauds de notre planète, le conflit syrien. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre ces années-là et aujourd'hui ? Oui, pensez à la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne est un conflit qui éclate au départ autour d'une guerre civile. Il s'internationalise extrêmement rapidement. C'est d'ailleurs là que va naître l'alliance entre Mussolini et Hitler, qui va permettre à Franco de gagner. L'Amérique décide de ne pas y aller. La France non plus de Blum. Par contre, une jeunesse d'Europe va s'engager dans les brigades internationales, partir. On se rappelle les mères et les pères qui pleuraient de voir leurs enfants, 18 ans, 19 ans, partir vers une guerre où on avait, en tout et pour tout, que 6 semaines de durée de vie au front. Des jeunes gamins qui ne s'étaient jamais battus. C'est une guerre qui, d'un seul coup, va faire basculer l'Europe dans une autre temporalité, celle du fascisme, en permettant à Franco de prendre le pouvoir. Quand on regarde bien la déstabilisation qu'a amené la guerre d'Espagne, avec plus de 750 000 réfugiés qui vont traverser les Pyrénées pour arriver en France et vont se retrouver dans des camps dits de transit à l'époque, quand on regarde le conflit syrien aujourd'hui, on se dit qu'il déstabilise de la même manière tout le bassin méditerranéen comme la guerre d'Espagne l'avait fait. Et d'ailleurs, comme la guerre d'Espagne, peut-être que ce conflit syrien, il amène les grandes puissances presque à choisir un camp, puisqu'on voit bien qu'il y a presque 2 camps qui s'opposent aujourd'hui. Et des camps qui n'étaient pas forcément les mêmes au début du conflit espagnol. Mussolini et Hitler ne sont pas alliés avant la guerre d'Espagne. Ils le seront au sortir de la guerre. D'une certaine manière, c'est aussi un jeu stratégique d'une Amérique qui décide de rester neutre. Et elle sera neutre au début du conflit européen, elle n'interviendra pas dedans. On voit qu'une France qui hésite entre ses problèmes électoraux à l'intérieur du pays, hésite pour sauver le Front populaire. Quelque part, trahit les alliés espagnols. Et c'est des débats de trahison, d'alliance, d'opposition qui vont d'une certaine manière amener à Munich, qui vont autoriser quelque part toute la pénétration italienne en Éthiopie, qui vont déstabiliser intégralement l'Europe avec l'Anschluss que l'Allemagne va pouvoir faire en Autriche. Le conflit espagnol est la mère d'une certaine manière de toutes les grandes déstabilisations qui vont amener au conflit de 1940. Et le défi, l'un des défis les plus importants qui nous est opposé sur notre sol, à l'extérieur, c'est l'islamisme, le terrorisme islamiste. Est-ce que là aussi on peut faire un parallèle? Est-ce que vous voyez un parallèle pertinent, fécond? Alors, tout le monde a pensé, bien sûr, à l'antisémitisme à l'époque. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe. L'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, tel qu'est perçu le musulman aujourd'hui en Europe, c'est beaucoup plus le communiste à l'époque. Ça peut paraître étonnant, mais on a peur. Rappelez-vous ces affiches où on voyait le communiste avec le couteau entre les dents. Rappelez-vous ces affiches où l'ennemi intérieur, le Parti communiste, doit déstabiliser nos démocraties. Rappelez-vous que c'est l'ennemi qu'on désigne. Il faut tous être contre le communiste, le Comintern, Moscou. C'est aussi l'ennemi extérieur, dans les colonies, qui tente d'abattre l'Indochine, d'abattre le Maroc, qui est présent partout, qui oblige l'armée française à combattre contre le communisme, à la fois ennemi visible et ennemi invisible. Et puis, c'est le converti.
dans les milieux bourgeois qui décident de devenir communistes. Votre voisin, votre cousin, votre frère peut d'un seul coup devenir votre ennemi. Quand on pense à cette France catholique de l'époque, après la Révolution de 17, au milieu des années 30, toute la vie politique va tourner avec pro-anticommuniste. Elle va d'ailleurs faire naître les ligues, l'opposition aux communistes, Doriot, ce discours anticommuniste qui va fédérer et amener d'une certaine manière Pétain. Alors, sur le plan national à présent, dans votre livre, Pascal Blanchard, et on va voir les photographies tout à l'heure, elles sont très importantes. Vous évoquez donc des points communs là sur le plan national entre les années 30 et aujourd'hui, autour d'une peur, d'une angoisse. Alors avant, c'était, on pourrait dire, le crépuscule des nations blanches. Et aujourd'hui, ce serait ce que certains appellent ce grand remplacement. Et ils partent du même principe. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe au début du siècle? Qu'est-ce qui se passe dans les années 20? Qu'est-ce qui se passe dans les années 30? Le monde bascule, les flux migratoires commencent. Quelque part, on voit que les puissances colonisées, d'une certaine manière, semblent fragiles. Les empires vont peut-être s'effondrer. Et on voit arriver ce qu'on appelait à l'époque des masses de couleurs qui vont intervertir d'une certaine manière la suprématie blanche. Et cette peur est au cœur de l'idée de grand déclin. Entre-temps, il s'est passé 8 décennies qui ont amené à des immigrations d'arriver ici. Donc maintenant, on n'a plus peur qu'elles arrivent. On a peur de ce qu'elles peuvent produire ici. Et ce qu'elles peuvent produire ici, c'est la perte de ce qu'a été le discours de Trump dans sa campagne, de l'identité blanche. D'une certaine forme d'identité qui serait donc raciale, d'une certaine manière, et qui constituerait les fondements de nos sociétés. Et donc, il y a cette idée que nous serions en train de perdre, par les enfants, par la naissance, par les mariages mixtes, par l'invasion d'une certaine manière de l'autre, ce qui fait l'essence même de nos structures, de nos sociétés, et donc de nos enfants de demain. Et donc cette grande peur, c'est le grand remplacement. C'est qu'ils sont déjà venus, maintenant ils sont là, et quelle va être la dernière étape, le grand remplacement. Et comme pour hier, on ne voulait pas qu'ils arrivent, aujourd'hui, on veut qu'ils partent. Mais les années 30, Pascal Blanchard, ce sont des années de fermeture terrible, de haine même profonde, de rejet de l'autre. Oui. Un rejet presque viscéral. Il y a vraiment une comparaison avec l'époque actuelle? C'est d'une certaine manière moins violent. Car les années 30 ont été d'une violence absolue. Car on l'a oublié, c'est des conflits éternels. Pratiquement tous les 6 mois, une dictature émerge en Europe. Cette violence-là, nous ne sommes pas au même stade. Mais le temps s'accélère aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant, regardez en 3 ans, tout ce que nous venons de vivre. Poutine et la Crimée, qui l'aurait imaginé? La rapidité à laquelle Trump est arrivé au pouvoir, inimaginable il y a 1 an et demi, ce qu'un journaliste américain avait pourtant appelé le Mussolini américain il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Une déstabilisation des sociétés. Alors, certes, les Pays-Bas n'ont pas basculé dans un populisme qu'on avait peur, mais on voit bien Orban, ce qui se passe. On voit que beaucoup de pays européens, l'extrême droite est à 20, 25, 20, 30%. La France a peur avec les élections qui arrivent, car jamais le Front National a été aussi haut. L'ensemble de ces paramètres donne un sentiment d'une accélération de l'histoire. La grande différence qu'il y a, c'est peut-être que le niveau de violence est beaucoup plus bas en Europe, mais dans le reste du monde. Regardez la Syrie. Nous avons rarement vu un conflit aussi violent qui déclenche autant de réfugiés. Et on voit bien que l'Europe est à un moment de basculement de son histoire. On l'a vu avec l'Amérique. Tout peut basculer en peu de temps. Regardez la rapidité à laquelle Trump est en train d'intervenir sur le champ extérieur. Que va-t-il se passer en Corée? Nous ne le savons pas. Mais on voit bien qu'il y a une accélération. Et d'un seul coup, on commence à réavoir peur d'une guerre mondiale. Ce qui était presque oublié avec les années Obama pendant très longtemps. D'ailleurs, vous ne dressez pas un parallèle direct. En fait, vous dites plutôt, est-ce que c'est le cas? Je vous pose la question. Attention à des mécanismes que vous nous décrivez qui se ressemblent et qui pourraient déclencher les mêmes phénomènes. Parce que pourquoi? On ne retient pas les leçons de l'histoire, apparemment. Enfin, on ne retient jamais les leçons de l'histoire, ça se saurait. Si l'on n'aurait pas fait une seconde guerre mondiale après la première. Par contre, on est beaucoup mieux préparé que nos aînés pour voir que des mécanismes s'enchaînant peuvent provoquer à un moment un grand bouleversement, voire une grande rupture. Ça, nous le savons maintenant. Donc ce que l'on veut dire dans ce livre avec Farid Abdelwahab, c'est que nous trouvons là des similitudes de mécanismes. La crise économique de 29, une paupérisation forte, des gens qui ne croient plus dans le politique, une gauche qui a trahi ses électeurs, une droite qui se popularise d'une certaine manière en allant vers un discours populiste, une extrême droite très présente, un contexte international dangereux, des nouveaux empires qui émergent, la Chine, la Russie. Et là, on dit attention, il y a un certain nombre d'éléments qui composent une sorte de mixture compliquée qui pourrait aboutir en fin de processus à une grande claque, d'une certaine manière, comme le monde l'a connu en 40. Donc soyons moins vigilants sur ce mécanisme, car l'histoire ne se termine jamais de la même manière. Vous avez parlé d'accélération tout à l'heure. Pour les plus jeunes qui nous regardent, il faut rappeler, les années 30, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est un contexte très compliqué où vraiment il y a un moment de bascule incroyable, d'accélération 29, vertigineux. Le monde, tel qu'on pensait merveilleux après la Première Guerre mondiale, explose. D'une certaine manière, à ce moment-là, le monde ne croit plus dans le système capitalisme. Et en même temps, le monde n'a jamais été aussi connecté. C'est la naissance d'Hollywood. Oui. On traverse l'Atlantique avec les paquebots. Les avions commencent à faire des traversées exceptionnelles. Le monde s'accélère. On regarde le monde en parlant. En regardant le cinéma, d'un seul coup, les acteurs nous parlent. En même temps, ça devient un modèle monde.
C'est-à-dire qu'on se met à regarder les stars américaines et les aduler. On écoute des matchs de radio en direct, de boxe à la radio. Tout ça nous paraît aujourd'hui très lointain en termes de technologie. Mais c'est un monde qui s'accélère à une vitesse incroyable, qui rentre à la fois dans une modernité des arts exceptionnelle et en même temps qui rentre dans un monde, vous l'avez tout à l'heure dit quelque chose de très important, il faut choisir son camp. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus le choix d'être neutre. Être neutre ne veut rien dire au milieu des années 30. Dans votre livre, c'est ce qui est passionnant aussi, il y a les textes qui sont évidemment qui racontent, on voit depuis tout à l'heure, depuis le début de notre entretien, toutes les images défilées. Pourquoi vous avez choisi d'illustrer avec ces images? Est-ce que les photographies, on le dit souvent, peuvent dire plus que, que les textes souvent? Les années 30, beaucoup de gens en parlent en faisant la similitude ou non. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Par contre, quelque chose que les gens n'ont peut-être plus, notamment la nouvelle génération, de voir ce qu'ont été les années 30. Et c'est une des premières générations qui est autant pris en images. C'est-à-dire qu'on peut parler de la Chine, du Japon, du Moyen-Orient, de l'Afrique, des expos coloniales, des expos universelles, du cinéma, du théâtre, de ce qui se passe dans nos rues, des ligues qui défilent. Nous avons tout en images. Et ces images-là nous permettent de voir un monde. La manière dont on se pensait les couvertures de presse, la manière dont on regardait le fascisme à l'époque, la manière dont on a vu Hitler monter, la manière dont on regardait Mussolini. Tout ça nous permet, avec les yeux d'aujourd'hui, de voir ce que ceux qui ont vécu il y a 8 décennies ont pu vivre avec leurs yeux. Et de se rendre compte de l'accélération de ce temps, de la violence de ces images, mais aussi d'un temps qui est marqué. Des gens qui défilent en uniforme. La rue qui est occupée, des espaces, des manifestations comme le 6 février 34. Je vois des images qui passent, on voit ce que voulait dire la notion de propagande, d'un homme qui voulait symboliser une nation. Et en voyant ces images, au-delà de la raison et du discours des textes que l'on peut contester, on comprend comment cette génération a marqué une rupture incroyable. Et je vais vous dire, avec votre livre, c'est l'image qui déclenche la réflexion. Oui. Davantage que le texte, voilà. C'est voulu. Vous y arrivez. On a essayé d'aller justement nous emmener dans quelque chose qui dit ah ben oui, ça je l'avais oublié. Par exemple, je me souviens d'un journaliste qui toujours nous disait la question, je ne savais pas qu'il y avait des fascistes au Mexique. Et oui, parce qu'on les croyait. Mais oui, que ici, en Europe. Et d'un seul coup, et à un moment, elle dit j'ai découvert aussi que le mouvement qui aujourd'hui en Inde est au pouvoir est né dans les années 30 et les gens défilaient avec des uniformes. Et d'un seul coup, on comprend que déjà c'était le temps de la mondialisation des idées. Et que déjà ce temps-là et construit beaucoup de ce qui se passe ici. On ne comprend rien au monde arabe aujourd'hui, par exemple, si on ne regarde pas ce qui s'est passé dans les années 20-30. Et là, on découvre que la chute de l'Empire ottoman a été un bouleversement incroyable dans le monde arabe, en Égypte, en Irak, en Syrie, en Palestine. Toutes ces questions-là, en fait, trouvent une partie de leur genèse à ce moment-là. Et donc, de le voir en image, de voir, par exemple, le conflit en Palestine, de voir, par exemple, vous êtes sur une page que vous feuilletez sur les métèques, la haine de l'autre, la haine de l'étranger, on se dit, ah oui, déjà cette haine de l'autre dans la société française. Et tout ça, mis bout à bout, les images nous amènent autre chose. Une société qui, par définition, devient réelle. À un moment, sur 2 images, on compare des gens devant leur maison en 29, en crise économique, et une photo de 2007. C'est frappant. Frappante, c'est la même image. Des gens avec leurs meubles devant leur maison, ils ont tout perdu. C'est ça la crise économique. Et là, on se dit, ils l'ont vécu comme nous. L'histoire, c'est une grille d'explications. Est-ce que les candidats à la présidentielle en tiennent suffisamment compte, selon vous, aujourd'hui? En tout cas, ils en débattent. Regardez quand Marine Le Pen parle du Veldiv, d'un seul coup, ça déclenche des choses. Quand Emmanuel Macron parle de la colonisation, ça déclenche des choses. Parce qu'on continue à avoir un discours politique qui est aussi fondé sur la manière dont on lit l'histoire de France. Nous sommes les enfants de notre histoire. Sauf qu'il y a plusieurs enfants. Chacun lit l'histoire de France, au regard de ses yeux. Oui. Bien sûr, et le politique, de toute façon, jouera toujours avec l'histoire. Ah, jouer, vous dites? Oui, vous pensez qu'ils sont en train de jouer? Bien sûr. Avec une matière qui est inflammable, quand même. Oui, mais ils l'ont toujours fait. Mais parce que l'histoire, c'est aussi... l'identité. C'est un enjeu. C'est un enjeu, l'histoire. La manière dont on accepte ou non de parler d'un sujet. Comment on parle d'un sujet. La manière dont on s'accapare Jeanne d'Arc. La manière dont on refuse les rois de France. La manière dont on glorifie, je ne sais pas, Clémenceau. Chacun veut s'identifier. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'un homme politique est élu président de la République, sa première décision, c'est de choisir un homme politique de la République sur lequel il place son quinquennat. Ça commence par une référence à l'histoire. Toujours. Hier, à votre place, nous recevions l'historien Jean-Noël Jeannet, qui a consacré un livre au récit national, intitulé « Une querelle française ». Et je lui avais demandé, est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce qu'on est les seuls à s'écharper sur notre récit national, sur les personnages, etc. Comment il faut les présenter? Est-ce qu'il faut les glorifier? Est-ce que certains, il faut les cacher? On est très bon. On est très bon. Je pense que s'il devait y avoir un top 5... Champion du monde, alors. Peut-être pas champion du monde, mais dans le top 5, on doit très bien. Les Japonais sont aussi très très doués pour débattre sur la manière de lire leur histoire. En Chine, la manière de penser l'histoire et le passé est un vrai sujet. Et regardez Poutine qui ressort Staline, joue aussi avec le passé. Les Américains, les Canadiens, beaucoup moins que nous. Mais si vous prenez un pays comme le Liban, par exemple, la notion d'histoire est essentielle. La manière de raconter de quel endroit vous vous placez. On ne raconte pas la même manière l'histoire aux enfants en fonction de leur religion,
de leur culture, de qui ils sont. L'histoire est un enjeu pour fabriquer aussi du présent et donc de la citoyenneté et de penser le futur. Toutes les nations, à leur manière, jouent sur ces enjeux-là. Parce que quelque part, c'est par l'histoire qu'on écrit qui on est. Et donc nous, notre travail d'historien, c'est d'essayer de donner les éléments les plus justes, les plus proches, les plus vrais possibles. Mais on sait qu'à un moment, cette matière nous échappe, parce qu'elle fait partie aussi du temps présent. Et elle appartient, j'allais dire presque à tout le monde, en tous les cas aux citoyens. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en confrontation avec les responsables politiques sur cette matière-là, qui est souvent inflammable? Oui, oui. Quand on parle de la colonisation, on l'a bien vu avec le débat qu'il y a eu autour d'Emmanuel Macron, nous sommes sur un des sujets les plus enflammables, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui les enfants de cette histoire qui vivent ici, mais aussi bien pieds noirs, harkis qu'enfants de l'immigration, et qui se sentent concernés par un récit qui n'a pas beaucoup de place. Je lis des fois avec boutade, il y a 27 musées du sabot en France et aucun musée d'histoire coloniale. Vous voyez qu'il y a encore du travail à faire pour les historiens. Et que l'histoire est toujours actuelle. Toujours. Merci Pascal Blanchard, avec également Farid Abdelwahab, Les années 30 et Si l'histoire recommençait, édition de La Martinière. Vraiment, je vous le conseille, avec des textes très très bien, très pédagogiques et puis surtout des photos frappantes, marquantes qui vont vous rappeler, selon, j'allais dire, vos origines, votre histoire, votre culture, beaucoup de... Voilà, ou de souvenirs, ou en tout cas d'une histoire importante à ne pas oublier. Merci d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission. À suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Je rappelle que la France est liée au reste du monde par 6653 traités et que M. Asselineau propose de sortir de seulement 3 traités. Le traité de l'Union européenne, le traité de fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Pas des moindres quand même. Pas des moindres. C'est important. Mais nous resterons quand même liés par 6650 traités avec le reste du monde. Quand vous dites comment on fera pour négocier par rapport à l'OMC, bon, on restera dans l'OMC. C'est même l'inverse qui sera vrai. C'est-à-dire qu'on va récupérer notre siège à l'OMC qui est pour l'instant indévoilé. Nicolas Dupont-Aignan est aussi convaincu qu'il peut encore séduire. Génial. Allez, bon, si ça vous fait plaisir. En légère hausse dans les sondages, il peine cependant à dépasser les 4%, mais peu importe. J'ai par exemple dans le dernier sondage 18% de potentiel électoral de gens qui disent qu'ils peuvent voter pour moi, autant que M. Fillon et M. Hamon quasiment. La campagne, elle commence tout juste. Et vous savez pourquoi elle commence tout juste? Parce que ça fait simplement 2 jours qu'il y a l'égalité de temps de parole. C'est un berger en campagne dans la banlieue parisienne. Bonjour messieurs dames. Jean Lassalle, 61 ans. Le candidat de la ruralité est visiblement aussi à l'aise dans le 93 que dans son Béarn natal. Ah, c'est toi. Son mot d'ordre, tel un mantra, apaiser et rassembler une France qui souffre. Oui, allons-y. Ce matin à Saint-Denis, mosaïque de culture et de religion, le candidat veut incarner ce rassemblement. Tournée de selfies et accolades à la sortie de la messe. C'est Jean Lassalle, le futur président, grâce à vous. Un style pour le moins original qui provoque la curiosité et l'amusement. Et si tous les habitants ne le reconnaissent pas, certains sont carrément séduits. Bonjour, ça va bien? Courage, bonne continuation. Ça va. Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, ces instruments d'aujourd'hui sont la promesse d'une nouvelle agora, une nouvelle place publique, mais par écran interposé. Les deux termes, qui constituent le réseau social, tirent l'un du côté technologique, l'autre du côté humain. Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen, plus exactement dans la cafette. Bonjour, c'est la 21e édition de la revue de la semaine. Jean-Luc Mélenchon cartonne sur YouTube, l'Italien Beppe Grillo fait ses directs sur Facebook, et Donald Trump a fait de son compte Twitter une agence de presse officielle de la présidence américaine. Should I keep the Twitter going or not? Keep it going? La politique en 140 signes, c'est devenu l'élément central et très déroutant de la communication. Souvenez-vous, les révoltes urbaines de 2005. Déclenchées par la mort tragique de Zied et Bouna, ces 2 adolescents électrocutés dans un transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. Pendant 3 semaines, à travers toute la France, des banlieues se sont embrasées. Vus de loin, les reportages renvoyaient l'image d'un pays en guerre. C'est un maire jusque-là inconnu du public, Claude Dillin, qui a su trouver les mots justes pour défendre sa ville et rappeler en même temps les valeurs de la République. Hélas, la France entière nous regarde. Nous aimerions qu'elle nous regarde quand nous démontrons à la France entière que nous savons vivre ensemble, ici, malgré nos origines et malgré nos différences. Montrons à la France entière
que malgré notre douleur, que malgré notre colère, nous sommes dignes et respectables. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. L'invité, c'est Benoît Hamon. Je vous retrouve avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée à vous.